Mes chers Swifties, je crois qu'on peut dire que la réunion de crise est ouverte. Si on nous avait dit il y a 6 mois que TS12 allait arriver là, qu'il allait s'appeler The Life of a Showgirl, et qu'en plus elle allait annoncer ça dans le podcast de Travis et Jason Kelce, je pense qu'on aurait tous fait un malaise. Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Calypso, enchantée de vous rencontrer, de vous voir, de vous revoir pour ceux qui suivent la chaîne, qui sont abonnés. En fait, je viens de capter que je me suis jamais présentée quand je faisais mes vidéos. Donc en fait, voilà, moi c'est Calypso, ici. Sur cette chaîne YouTube, on parle de pop musique, principalement de pop musique, de pop culture. On analyse des albums, on va faire des réactions aux albums, surtout à ceux qui arrivent là. On sait qu'il y a celui de Sabrina Ed Sheeran de Taylor qui arrive incessamment sous peu. On décrypte un peu l'actualité musicale. Bref, si c'est le type de contenu que vous cherchez, recherchez et que vous ne trouvez pas, je suis là. Voilà, coucou, Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et appuyer sur ce petit bouton s'abonner, ça me ferait très plaisir. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de l'apparition de Taylor dans le podcast New Hate de Travis et Jason Kelce. Je voulais faire une vidéo pour résumer en détail, même si je suppose que les fans de Taylor Swift ont un bon niveau d'anglais justement parce qu'ils comprennent ses paroles. Je préférais que ce soit compréhensible pour tout le monde étant donné que c'est un peu rare qu'on voit Taylor Swift s'exprimer aussi longtemps et sur autant de sujets. Tout simplement aussi qu'on a un espace de partage et qu'on puisse en parler tous ensemble dans les commentaires de toutes les annonces, de tout ce qu'elle a dit dans ce podcast. Et voilà, mon but de toute façon avec cette chaîne YouTube en général, mais du coup aussi à travers cette vidéo, c'est de rendre la musique pop un peu plus accessible. Donc j'espère que ma mission va être réussi. On va pas faire plus de temps que ça, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Le 12 août à 12h12 heure locale américaine, Taylor a posté un teaser annonçant son nouvel album TS12, The Life of a Showgirl. Et elle ne l'a pas annoncé n'importe où puisqu'elle l'a annoncé sur le podcast de Travis et son frère, donc Travis qui est son petit ami. Donc les deux frères ont un podcast, ils parlent principalement de sport, voilà, vu que je crois que Jason joue au football américain aussi, je ne suis pas sûre, je connais pas la vie de ce gars, mais Travis forcément de source sûre est un joueur de football américain. Et donc cette annonce a fait pas mal réagir, déjà parce qu'on s'attendait pas du tout à TS12, voilà, on s'attendait pas à ce qu'il pop là maintenant, mais le fait qu'elle l'annonce aussi dans un podcast, dans le podcast de son gars, c'était assez inattendu. J'avoue que j'ai été vraiment la première surprise à ce qu'elle le fasse là-dedans. En soi, c'est vrai que je vois pas le mal à ce qu'elle fasse ce podcast-là, à ce qu'elle fasse cette interview-là. C'est trop bien. Elle fait ça dans un cadre familial avec des gens qu'elle connaît. C'est rassurant pour elle, je pense. Ça lui permet aussi, je pense, d'être un peu plus proche de ses fans avec les 6 mois de pause qu'elle a pris depuis la fin du Eras Tour. Elle est sûre que le média va pas essayer de couper ses propos, de lui poser des questions super gênantes ou cocasses. Bref, elle a complètement le contrôle dessus. Je trouve le choix de Taylor complètement normal, mais c'est vrai que ça surprend. Pas parce que elle a déjà fait des live streams avant ou que sais-je, mais moi, ce qui m'a dérangée, à vrai dire, parce qu'il y a un peu eu de team, il y avait la team oui, on n'aime pas, le fait qu'elle annonce sur le podcast de son mec, blabla, et il y en a d'autres qui s'en foutent. Moi j'avoue que ça m'a un peu dérangée, dans le sens où j'aurais aimé que l'annonce ne soit pas l'extrait du podcast, vous voyez, genre il n'y a pas de souci qu'elle fasse son podcast si elle est à l'aise, etc. Je m'attendais pas à ce que ce soit un extrait du podcast, quoi. C'est un peu ça que je trouve dommage, mais bon, c'est pas grave. Encore une fois, c'est mon avis et on a le droit de critiquer nos artistes préférés. Voilà, rentrez ça dans vos têtes parce que j'en ai marre. Au moindre truc qu'on dit sur Taylor ou sur Sabrina, les gens nous envoient des messages de haine aux créateurs de contenu qui parlent de ce genre de choses et qui osent donner leur avis. C'est pas parce qu'on va pas dans le sens de l'artiste tout le temps qu'on n'est pas légitime à aller au concert, qu'on n'est pas légitime à l'écouter, etc. Donc voilà, j'espère que ce point-là est très clair et très compris. Je vais du coup vous raconter tout ce qui s'est dit dans le podcast par ordre chronologique. Et donc nos 3 amis ont commencé le podcast par parler tout simplement de la rencontre entre Taylor et Travis, comment ils se sont mis en couple. Je vous la fais dans les grandes lignes parce que j'ai pas envie de m'étaler sur sa vie personnelle dans cette vidéo. Mais donc si vous n'étiez pas au courant, il y a 2 ans maintenant, et oui c'était durant l'été 2023, Travis Kelce a assisté à un show de Taylor Swift du Eras Tour et lui avait fabriqué un petit friendship bracelet. Il avait voulu lui donner, sauf que ça n'avait pas été possible, et donc il en avait parlé dans ce même podcast. L'extrait était devenu un peu viral, etc. Tout le monde en avait un peu entendu parler que Travis avait fait ça en mode voilà, je voulais date Taylor et tout. Le gars était très loud sur
surtout le fait qu'il voulait vraiment lui faire des avances quoi, donc c'était assez marrant. Et donc après ils se sont rencontrés, tout ça, d'après ce qu'ils disent ça a direct marché. Dans le podcast ils parlent un peu de leur relation et d'à quel point en fait ils vivent la même vie, c'est juste que c'est pas du tout les mêmes mots qu'ils utilisent pour parler de leur métier, de leur passion. Travis encourage énormément Taylor dans ce podcast, il est beaucoup derrière elle à vraiment l'applaudir et ça fait plaisir à voir en vrai de voir un copain autant fier de sa copine et de ce qu'elle fait. Il la compare beaucoup à une athlète en fait avec tout le train de vie dont on va détailler après avec le Eras Tour. Mais voilà, les deux se font beaucoup d'éloges et surtout Travis à Taylor durant le podcast, c'est assez choupinou à voir. Et d'ailleurs ils vivent ensemble, enfin en tout cas je crois que c'est ce que Taylor a vraiment sous-entendu tout le long, voilà, parce qu'elle parlait de plein de choses, voilà, dans la maison qui sont en commun en tout cas. Taylor a aussi parlé de sa relation avec le football et à quel point elle en avait strictement rien à faire avant et que quand elle a rencontré Travis, ce que lui a apprécié c'est qu'elle pose énormément de questions sur son métier à lui, tout simplement, voilà. Parce que concrètement, Taylor, elle joue dans les mêmes stades dans lesquels Travis fait ses matchs de foot. C'est juste que bah voilà, elle est sur scène, lui il est sur un terrain de football, elle est dans les coulisses, lui il est dans les vestiaires. Et à un moment elle a dit un truc, ça m'a un peu fait rire, elle a dit Travis il a son coach et moi j'ai ma maman. Voilà, je crois que c'est un peu tout ce que j'ai à dire d'important entre guillemets sur leur relation, donc passons directement au premier point qu'ils ont abordé. On va donc commencer par ce que Taylor a dit sur les masters, parce que vous le savez, fin mai elle a annoncé qu'elle a récupéré tous les droits sur sa musique, sur ses 6 premiers albums. Et donc elle a un peu détaillé la manière dont ça s'est passé. Pour remettre un peu dans le contexte, si vous ne le saviez pas, on va faire un petit résumé quand même. Taylor a signé chez Big Machine Records lorsqu'elle avait 15 ans. Le problème, c'est que dans le contrat qu'elle a signé, les enregistrements bruts, les masters, ne lui appartenaient pas. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi les clips, les photoshoots, qui n'étaient pas non plus sa propriété. Ces 6 premiers albums se sont donc fait acheter 2 fois. Une fois par Scooter Braun lorsque Big Machine Records a été vendu, donc la maison de disques a été vendue à Scooter Braun. Et une fois que Taylor avait la maison de disques, donc incluant tous les catalogues des artistes, il a revendu ceux de Taylor Swift à Shamrock Capital. Taylor a donc créé les Taylor Version, un concept de réenregistrement d'albums, en ajoutant des anciennes chansons remises au goût du jour, qu'on appelle les Vault Tracks, des chansons écrites à l'époque des albums originaux mais qui n'avaient pas vu le jour. Mais, retournement de situation, comme je vous l'ai dit, fin mai, on apprend que Taylor a pu racheter son catalogue musical pour 360 millions de dollars. Et elle détaille un petit peu comment ça s'est passé. En fait, à la fin du Eras Tour, Taylor Swift et son équipe ont fait une petite réunion et ils se sont dit que c'était le bon moment pour pouvoir approcher Shamrock Capital pour pouvoir faire une offre afin que Taylor récupère ses masters et donc qu'elle puisse faire une tentative de rachat. Et elle explique que, en fait, elle s'en foutait complètement du côté business, rachat, ce que ça pouvait lui rapporter, etc. En fait, pour elle, elle voyait uniquement le côté, on va dire, humain, dans le sens où c'est littéralement sa vie, ses chansons, c'est ce qu'elle a écrit dans ses journaux intimes quand elle était adolescente, c'est tous les clips qu'elle a financés avec son argent, les chansons qu'elle a écrites elle-même, c'est tout ce qu'elle a construit en fait. Et donc, au lieu d'envoyer des avocats et une équipe, elle a tout simplement envoyé sa mère et son frère à Shamrock Capital pour qu'ils puissent négocier, tenter de proposer une offre de rachat. Et donc sa mère et son frère ont beaucoup communiqué avec Shamrock Capital, ils ont expliqué un petit peu toute l'histoire et à quel point ça a impacté la vie de Taylor. Et quelques mois plus tard, la maman de Taylor l'a appelée pour lui annoncer qu'elle possédait finalement à nouveau toute sa musique. Et du coup elle décrit un peu l'émotion dans laquelle ça l'a mise, elle a dit que vraiment elle tenait plus sur ses jambes, qu'elle était toute tremblante quoi, qu'elle bégayait au téléphone avec sa mère en mode mais c'est vrai, qu'est-ce que tu me racontes et tout. Et qu'en fait à ce moment-là elle était avec Travis et que elle est allée le voir, elle a fait Travis, tout ça. Et le gars est venu la voir et elle a pleuré dans ses bras et tout. Et elle s'est un peu effondrée littéralement sur le sol parce que c'est un peu l'accomplissement de sa vie. Elle explique que c'était un peu une pensée intrusive qu'elle avait littéralement tous les jours et que ça l'a hanté un petit peu de savoir que elle allait peut-être pouvoir jamais récupérer sa musique. Et du coup, elle exprime vraiment toute la reconnaissance et à quel point elle est chanceuse d'avoir pu racheter son catalogue et tout ce qui va avec, les clips, etc., les photoshoots. Et quand elle en a parlé dans le podcast, elle a un petit peu eu les petites larmes aux yeux, voilà, bichette. C'est vrai que c'est un moment
moment qui a quand même touché beaucoup de gens, que ce soit dans la communauté des Swifties ou même dans l'industrie musicale. Donc ravie de savoir un petit peu en détail comment ça s'est passé. Ensuite, on va parler des Taylor's version, parce qu'il y a quand même quelques petites choses à dire dessus. Taylor, elle explique déjà qu'elle a perçu pas mal de critiques quand elle avait un petit peu parlé autour d'elle de son projet de réenregistrement d'album. Beaucoup de personnes dans l'industrie n'y croyaient pas et ne voyaient pas du tout l'intérêt à réenregistrer le même album et pensaient que les fans n'allaient pas du tout, mais pas du tout, calculer quoi est-ce qu'on écouterait le même album 2 fois. Comme quoi, voilà, on l'apprend avec le temps, il faut jamais sous-estimer Taylor Swift, hein. Et ensuite, Jason lui a demandé quel était son réenregistrement préféré. Et sans grande surprise, elle a répondu, roulement de tambour, suspense, oulala, on ne sait pas à quoi s'attendre. Elle a évidemment répondu Red. On sait que c'est le réenregistrement qui a vraiment eu le Princess Treatment parmi tous les réenregistrements d'albums. Et en même temps, vu les eras que c'était, ça s'est bien senti pour les fans. Elle a aussi mentionné le fait que si Red était son era de Taylor's version qu'elle a préféré refaire, c'est parce que All Too Well, en fait. All Too Well, 10 Minutes Version, tout simplement, qui est d'une des chansons qu'elle est le plus fière d'avoir écrit et qui l'a vraiment portée tout le long de cette re-era de Red, vous avez compris. Et que voilà, même si elle a beaucoup aimé 1989 et Fearless, We Speak Now n'a pas du tout été mentionné. Voilà. Mais qu'elle adore quand même ses réenregistrements et elle trouve qu'elle a largement improve ses vocals, voilà, que niveau voix c'est 100 fois mieux et moi je pense qu'on est tous du même avis. Et Jason lui a posé cette fameuse question qu'on s'est tous posée quand Taylor a annoncé avoir à nouveau ses masters. On écoute quelle version ? Du coup, la Taylor's version ou la version originale? Taylor a répondu qu'elle était très fière des Taylor's version, mais que si jamais on se sent un petit peu nostalgique, on peut toujours aller écouter les versions originales, parce que de toute façon, elle a le droit dessus. Peu importe, tant que tu kiffes le truc. Maintenant, on va parler du Eras Tour. La pause lui fait vraiment du bien. Taylor a dit que ça lui manquait évidemment d'être en lien avec ses fans, mais ce qui lui manque pas du tout, c'est vraiment l'espèce de condition physique parfaite dans laquelle elle devait être un peu constamment, parce que c'était super épuisant physiquement et il fallait toujours qu'elle soit au top. Et elle expliquait qu'en fait, elle se laissait absolument aucune excuse pour performer le Eras Tour, et que quand tu proposes un show de 3h30, en fait, tu peux pas dire ah bah non, désolé la team, je suis malade, j'ai un mal de tête, on décale, on réduit le show de 1 heure, c'est pas possible. Mais c'est une expérience qui lui a quand même appris beaucoup sur elle-même et sur à quel point elle peut repousser ses limites, et que pour elle tout est une question de priorité, et que ce qu'elle a mis en priorité c'est évidemment l'expérience des fans à chaque concert, avant toute autre chose, n'importe quel problème qu'il y ait pu avoir pour elle. En ce qui concerne plutôt la manière dont le Eras Tour a été fait, donc je parle plutôt de scénographie, de décor, etc., qu'elle voulait que les fans soient divertis en permanence, qu'elle voulait vraiment proposer des performances inspirées de plein de choses qui l'ont justement inspiré elle, et pour qu'en fait on soit divertis tout le temps quoi. Et donc en fait quand elle a vu qu'il y avait ce petit phénomène de amnésia post-concert après ces shows, et qu'il y a certains fans qui juste oubliaient complètement certaines parties du concert parce que l'émotion elle est tellement intense, il y a tellement d'informations, tellement de choses, on est tellement submergé de tout qu'en fait à la fin on oublie, ça fait un trou noir. Et c'est vrai que je l'avoue que ça me l'a fait. La première nuit, je me dis heureusement que je me suis filmé ma tête et mes réactions et un peu le show, parce que je ne me souviens de rien. Et vous voyez les surprise songs, c'est un peu le moment qu'on attend tous le plus pour avoir nos chansons préférées, etc. Les gars, j'ai trop du mal à me souvenir de mes surprise songs, je sais pas pourquoi. Je sais juste que, évidemment, j'ai eu Long Story Short qui est ma chanson préférée de Taylor, 15. Mais genre par exemple, You're on Your Own Kid, j'oublie tout le temps qu'on a eu You're on Your Own Kid à Lyon. Quand elle a vu ça, quoi, elle s'est dit en fait mon job est réussi, c'est bon, le boulot est fait avec le Eras Tour, on a donné le maximum et ça marche quoi. Ça marche, les gens sont divertis et les gens en prennent plein la vue. Elle a aussi mentionné qu'elle voyait tout ce qui se passait dans les stades, en fait elle voyait les fans, elle voyait les projets, elle a notifié les orbes que les fans faisaient là, les espèces de boules orange pour Evermore, et Travis a dit qu'il voyait des fans, vous savez là, danser en rond en se tenant les mains et tout, c'était un peu drôle. Il y avait quelques personnes qui l'avaient fait aux dates où je suis allée à Lyon, c'était bien rigolo. Et c'est trop drôle parce que Taylor, elle a dit Guys, do you have group chat pour genre organiser ça? Et genre meuf, oui, il y a littéralement il y avait littéralement des concepts pour chaque date, et des centaines de personnes essayaient de faire passer des autocollants, des feuilles, plein de choses et tout. Donc oui meuf, il y a des group chats effectivement. Voilà, j'ai trouvé ça assez cute qu'elle ait souligné ce petit projet là. Maintenant on va parler des easter eggs. Jason lui a posé pas mal de questions par rapport à ça, notamment
comment tu fais un easter egg, en quoi correspond un easter egg. Et Taylor a expliqué que, évidemment, elle adore faire des easter eggs, elle adore cacher des petites choses, on sait, on la connaît. Elle adore donner du contenu dans des clips, etc. Mais que des fois, la vie elle-même se charge de faire des easter eggs et que là, ça en devient vraiment flippant. Toutes les histoires de numérologie, là, qu'elle adore, hein, elle a dit qu'elle adorait faire des easter eggs avec des chiffres. Il y a des trucs... Tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment calculé ou est-ce que c'est juste la vie qui est trop bien accordée à Taylor Swift et en fait c'est elle, la créatrice et la maîtresse de l'univers. Mais du coup évidemment elle a des paramètres dans ces easter eggs et elle précise qu'un des paramètres est évidemment qu'aucun easter egg n'a de lien avec sa vie personnelle. C'est-à-dire qu'elle ne va jamais dans sa vie perso faire un easter egg. Ça ne sera jamais dans ce cadre-là. Ce sera toujours en rapport avec sa musique, avec les visuels qu'elle présente, du coup que ce soit photos, vidéos, discours dans les cérémonies ou quoi que ce soit, mais jamais en rapport avec sa vie perso. Rappel qui, je pense, doit faire du bien à beaucoup de gens. Elle a donné un exemple où, vous savez, elle a été diplômée de NYU et quand elle a fait son discours, elle a mis plein de petites phrases qui étaient présentes dans la chanson You're on Your Own Kid qui figure sur Midnight. Sauf qu'à l'époque, Midnight n'était même pas encore sorti. On n'avait même pas une petite idée que l'album existait. Et donc elle dit qu'elle, ce qu'elle adore, c'est dire des choses et que genre des mois plus tard, des années plus tard, et ben les fans se disent oh purée, en fait ça voulait dire ça. Et c'était lié à ça depuis tout ce temps. Et donc comme je vous l'ai dit, elle a bien précisé qu'elle adorait tout ce qui était date, numérologie. Pour The Life of a Showgirl, j'en parlerai plus précisément dans une vidéo dédiée qui sortira ce week-end, où je vais un peu vous résumer tout ce qu'on sait sur l'album, sur les variants, sur les théories de fans, où là ce sera vraiment focus. Je vais vous expliquer un petit peu déjà quelques infos qu'on a par rapport aux chansons de la tracklist, etc. Mais du coup, à quel point pour cet album, Taylor, elle a beaucoup joué sur la numérologie et sur les dates, et en fait à quel point on s'en est rendu compte que maintenant, que à l'annonce où on a fait le lien avec TS12 un peu partout quoi. Et j'ai bien aimé un petit point qu'elle a précisé, c'est qu'elle ne fera jamais des easter eggs quelque chose qui prend trop de place. C'est-à-dire qu'en fait, un auditeur ou quelqu'un qui va juste s'intéresser vite fait à Taylor Swift ne verra pas forcément un easter egg. Et ça c'est quelque chose de plutôt smart parce que du coup ça permet à la communauté de fans d'être vraiment engagée là-dessus. Mais pour autant, si t'es pas fan et que t'écoutes juste sa musique comme ça de temps en temps, bah t'es pas pollué par des trucs trop obvious qui n'ont pas de sens ou quoi que ce soit. Donc elle les impose pas, mais if you know, you know. Je voulais aussi faire une petite parenthèse sur, on va dire, le thème du traitement médiatique, parce qu'ils en ont un petit peu parlé avec Taylor et Travis par rapport à leur couple, mais Taylor a aussi dit quelques petites choses intéressantes par rapport à elle et sa carrière. Jason leur a littéralement demandé comment est-ce que vous dealez avec ça, comment est-ce que vous faites, comment est-ce que vous gérez ce truc-là, il y a toujours des médias, des trucs qui parlent sur vous. Et ben ils ont tout simplement dit qu'ils s'en foutent, voilà, ils dealent pas avec, ils regardent pas, ils s'intéressent pas du tout à ce que les gens peuvent dire d'eux, et ils ont bien raison, parce que Taylor a dit justement que si à chaque fois ils devaient perdre du temps pour regarder tout ce qui se dit sur internet, ça n'en finirait pas, ils auraient pas de vie de couple, et qu'en fait faut pas du tout se fier aux critiques des réseaux sociaux parce que ça crée une réalité qui est complètement différente, et tu t'isoles toi-même avec les mauvais commentaires que tu peux voir passer, et du coup là c'est vraiment pas bon du tout. Et elle a dit une phrase qui m'a fait très rire, elle a dit ça fait 20 ans que je suis dans l'industrie, c'est dur de me heurter maintenant. Elle a littéralement dit ça mot pour mot. Mais du coup très rassurant de voir que en fait elle est grave déconnectée de tout ça, qu'elle a appris au fur et à mesure de sa vie à s'en foutre quoi, parce que Dieu sait qu'elle est passée par des périodes de traitement de médiatique, etc., de surexposition qui étaient très difficiles pour elle. Là je pense que c'est même pas que Taylor et Travis ils s'exposent beaucoup, je pense qu'ils font juste leur vie quoi, et s'il y a des photographes, bah il y a des photographes, s'il y a pas de photographes, il y a pas de photographes, et puis tant pis. Pas l'air en tout cas d'impacter à ce point-là leur vie de couple. C'est vrai que moi je me posais la question, je me suis dit putain ça doit être quand même hyper chiant en vrai, mais je pense qu'elle a tellement l'habitude et qu'elle sait bien dealer avec la célébrité, I guess, donc voilà. Par contre, elle explique qu'elle prend la critique constructive très au sérieux, bien sûr, mais que tout le reste, ça va jamais l'atteindre. Elle explique aussi que justement, il faut voir notre énergie comme quelque chose de très luxueux. Bon là, je traduis littéralement mot pour mot ce qu'elle a dit, mais dans le sens où notre énergie, elle est précieuse et en fait, tout le monde ne la mérite pas et il faut pas qu'on donne notre énergie à n'importe qui ou qu'on la mette dans n'importe quoi, parce qu'en fait, en fonction de là où tu mets ton énergie, ça va littéralement définir ta journée ou définir ta nuit, et ça peut te gâcher des journées, des semaines, des mois entiers, parce que finalement ce dans quoi tu t'investis, et ben ça te définit beaucoup. En gros, son truc, tout ce qui lui importe, elle, son business, c'est de faire de la musique, de prendre soin de ses fans, et tout le reste,
c'est pas son problème. Maintenant, en parlant de la fameuse annonce de l'album, je vais vous dire un peu tout ce que Taylor a dit dans le podcast dessus, sans vraiment analyser en profondeur, ça je vous l'ai dit, je le ferai dans une autre vidéo. Mais du coup, Taylor a annoncé The Life of a Showgirl qui sortira le 3 octobre 2025. Et donc, on quitte l'ère de Torture Poets Department, mais on quitte aussi l'ère du Eras Tour, c'est ce qu'elle a précisé. Elle a dit qu'elle était très fière et très contente que les fans aient remarqué la porte orange là. Parce qu'on savait tous qu'il y avait un meaning derrière cette porte, on savait juste pas quoi, quand, comment, où. Mais du coup, elle est très contente qu'on l'ait notissé parce que à la fin du dernier show, elle ne va pas en dessous de la scène avec la plateforme comme elle fait d'habitude. Elle se retourne et elle sort par cette fameuse porte. Et elle le dit elle-même, c'est la fin de l'ère du Eras Tour, vous voyez. Et donc elle entre vraiment dans une autre ère. Et en fait, c'était tellement devant nos yeux depuis le début, je sais pas pourquoi on continue de parler de rap ou de re-recording, parce que littéralement, elle a dit See you next era. Elle est sortie par la porte, la fameuse porte de Karma qu'on appelait. Elle expliquait qu'elle a travaillé sur l'album The Life of a Showgirl durant l'été 2024, du coup quand elle était durant le leg qu'elle a fait en Europe. Et que quand elle avait 3 shows d'affilée et 3 jours off juste après, elle fonçait en Suède pour enregistrer l'album avec Max Martin et Shellback. Et que bien sûr c'était physiquement très épuisant, mais que c'était tellement un kiff d'enregistrer cet album que ça valait le coup. On a du coup 12 tracks qui ont été révélés sur l'album. Bon, je vais les lire parce que je ne les connais pas encore par cœur. Donc on a The Fate of Ophelia, Elizabeth Taylor, Opalite, Father Figure, Eldest Daughter, qui est littéralement la track 5. Si vous savez, vous savez. Ruin the Friendship, Actually Romantic, Wishlist avec les S en mode dollar, Wood, qui est la track pour laquelle je mets le plus de points d'interrogation, je ne comprends pas de quoi ça va parler. Cancelled, Honey, et The Life of a Showgirl featuring Sabrina Carpenter, finalement. Voilà, nos deux queens réunies sur la dernière track et title track de l'album. Donc j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Taylor dévoile aussi le vinyle qui est orange. Orange sparkling, orange paillettes, tout ça. Et Jason lui a dit pourquoi le orange comme un peu couleur principale de cet album. Et Taylor elle a répondu que c'était juste une couleur qui matchait avec l'énergie de comment était sa vie à ce moment-là. Et en fait, on a eu plein d'adjectifs un peu pour qualifier l'album, où on nous dit que c'est electric, vibrant. Travis, il a dit qu'on allait danser. Donc j'ai bien hâte de danser parce que c'est certainement pas sur Folklore Evermore, Midnight et Torture Poets que je dansais, que je tapais mes meilleurs moves de danse, voilà. J'espère un 1989 2.0. Finalement. Parce que du coup, voilà, comme je vous l'ai dit, elle travaille à nouveau avec Max Martin et Shellback. Ça faisait, je pense, depuis 1989 qu'elle n'avait pas travaillé avec eux, parce que là, ça fait genre 13 ans que Jack Antonoff était présent sur tous ses projets, et que Max Martin et Shellback, c'est des producteurs avec qui elle a travaillé sur beaucoup Red et 1989, donc Style, Blank Space, 22, We Are Never Ever Getting Back Together, tout ce genre de track là. Donc voilà, vous savez un peu à quoi s'attendre, voilà. Max Martin, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec Ariana Grande, qui a beaucoup travaillé de toute façon avec tous les gros noms de l'industrie, parce que le mec, c'est littéralement une machine à hit, donc bref. Et donc, elle voulait vraiment faire ce projet avec ces deux gars, et que, en fait, elle explique que ce trio a trop bien marché, que comme ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas travaillé ensemble, et que chacun, en fait, avait eu ses projets pendant la dernière dizaine d'années, et ben là, en fait, ça coulait de source, et ils avaient plein d'idées et plein de choses à mettre en commun. Et Taylor, quand elle est allée à Stockholm, elle a dit à Max Martin qu'elle aimerait être aussi fière de l'album qu'elle est fière du Eras Tour. Et Max Martin lui a dit « Est-ce que tu te rends compte de la pression que c'est ?» Et je comprends, parce que tu te dis quand même, t'arrives vers le producteur et tu lui dis « Tu vois là, la tournée la plus lucrative de l'histoire de la Terre en fait, tu vois le show de 3h30 là où tout le monde se bagarre pour avoir des billets, littéralement je veux un album qui est à la hauteur de ça. » Donc je comprends l'exigence du truc. Vu à quel point Taylor est fière de ce projet, je pense qu'ils ont réussi leur mission. Parce que le truc que je trouve le plus intéressant dans tout ça, c'est que Taylor elle dit que c'est un album qu'elle attendait de faire depuis longtemps. Et ça m'intrigue beaucoup parce que... je peux pas parler des théories là. Non, je parlais des théories dans l'autre vidéo. Parce que regardez l'album Run qu'on a eu Folklore, Evermore, Midnight, TTPD. Là, il fallait qu'on danse un peu. La dame était triste. Bon, c'est bon, on peut sortir de la tristesse 2 secondes, s'il te plaît, meuf. Donc voilà, là, j'ai vraiment très hâte de voir ce qu'elle va nous servir. Parce qu'effectivement, je pense qu'elle a peut-être envie de tester vraiment quelque chose de très différent depuis longtemps. Et voilà, ils ont dit que l'album était très upbeat. Donc voilà, comme l'a redit Travis, on va dance, on va danser. Elle a expliqué aussi qu'elle a des objectifs différents pour chaque album. Donc par exemple, pour Torture Poets, c'était vraiment plus autour de l'écriture et des lyrics, et qu'en fait elle adore un peu l'esthétique un peu
messie de l'écriture, mais qui transperce vraiment. Sauf que là, elle veut faire un truc vraiment différent, et l'objectif qu'elle a avec Torture Poets et qu'elle a maintenant avec Showgirl, c'est pas du tout le même. Avec Showgirl, elle veut vraiment que l'album nous fasse ressentir ce que elle ressentait à l'époque, au moment où elle était dans son trip du Eras Tour, quoi. Et qu'en fait, l'album, c'est comme un puzzle, c'est-à-dire que si t'enlèves une pièce, c'est manquant, si t'en rajoutes une, ça va pas, c'est pas dans le bon ordre, enfin, c'est trop. Donc là, elle a dit que c'est littéralement parfait. C'est un album qui s'est concentré sur la qualité, et que le thème de l'album va du coup surtout se concentrer un peu sur le behind the scenes, littéralement la vie d'une showgirl. Pas la showgirl quand elle est sur scène, parce que ça c'est la showgirl, on la connaît, non, la vie derrière tout ça. Et que du coup là, son objectif pour cet album, c'était plutôt d'avoir des mélodies vraiment qui restent en tête, et d'avoir un truc vraiment upbeat, énergique, mais qui garde le storytelling de folklore plutôt, parce que Mac Martin a dit à Taylor qu'il a absolument adoré folklore et qu'il n'y avait pas moyen qu'il travaille sur un album sans la manière dont Taylor a écrit folklore. Vous voyez, il faut qu'elle garde un peu ce style d'écriture. Taylor, elle a dit que de toute façon, voilà, c'est elle écrit comme elle écrit, donc évidemment que ça va toujours être aussi bon. En ce qui concerne littéralement la pochette de l'album, ça pareil, je vais rien dire, je parle dans l'autre vidéo, mais j'ai beaucoup de choses à dire sur cette pochette et sur les variants qui sont sortis après. Mais pourquoi Taylor est dans l'eau comme ça, a choisi cette pochette, ce n'est pas au hasard, malgré que la pochette soit beaucoup fait critiquer, il y a une raison à tout ça. En fait, elle voulait un peu glamouriser le behind the scenes, justement, parce que à chaque fin du Eras Tour, elle allait dans son bain, voilà, elle est dans un bain. Et du coup, elle voulait un peu, mettre une jolie esthétique dessus, on va dire. Et en fait, elle voulait capturer ce moment de, hop, t'as fait ton show, maintenant c'est l'après. Et ouais, capturer ce moment de redescente où t'es tout seul dans ton bain et t'es genre, voilà, il y a quoi derrière, il y a quoi après, c'est quoi le derrière du show, qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Évidemment, Taylor a mentionné le fait qu'elle adore tout ce qu'elle fait, elle adore son métier, elle adore faire de la musique, et que même si les gens peuvent trouver son rythme un peu trop acharné et rapide entre guillemets, elle adore faire ça, elle écrit tout le temps, c'est sa passion, littéralement, c'est toujours sa passion après 20 ans de métier. Je trouve qu'elle a beaucoup de chance d'avoir conservé le même feu qui l'a fait vibrer en elle depuis tout ce temps. Après, évidemment, il y a plein de choses que je vous ai épargnées, notamment le fait qu'elle ait parlé du fait qu'elle faisait du pain levain. Elle fait du pain, elle va sur des forums de pain et tout. Voilà, super random. Elle a dit qu'elle faisait du tricot, je crois. Voilà, de la peinture. Voilà, elle a ses petits hobbies, elle adore cuisiner aussi, donc voilà, ils ont parlé un peu de ça dans le podcast, j'ai trouvé ça rigolo. Mais enfin voilà, je crois que c'est tout. J'espère vous avoir bien résumé ce qu'il y avait dans ce podcast. En tout cas pour moi c'était les éléments les plus intéressants, et j'ai essayé de rester vraiment fidèle à la traduction littérale de ce que Taylor a dit et de pas interpréter. C'est pas le but de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez bien pu rentrer dans l'univers de cet album aussi, de cette petite era qui commence à s'installer doucement mais sûrement. Comme je vous l'ai dit, il y aura une nouvelle vidéo ce week-end où du coup on parlera vraiment de chaque titre un petit peu en détail, on verra les théories qu'il y a dessus, on théorisera un peu sur l'album, tout ça, donc on fera un petit récap de tout ce qu'on sait pour l'instant sur The Life of a Showgirl. Donc pensez bien à vous abonner si la vidéo vous a plu et si vous voulez voir plus de contenu là-dessus. De toute façon, là en contenu Taylor Swift, ça va y aller parce que évidemment je vous ferai une vidéo réaction parce que ça c'est quelque chose que je veux trop faire depuis que je suis Swiftie, donc c'est-à-dire depuis un petit peu avant la sortie de Folklore. Je veux trop filmer mes réactions aux albums, voilà. Et là, je le ferai pour Man's Best Friend, je le ferai pour Play de Ed Sheeran, je le ferai pour Showgirl de Taylor, voilà. Et justement, j'attends un petit peu vos théories et vos pensées sur cet album et tout ce qui s'est passé un petit peu dessus. J'inclurai dans une partie de la vidéo, je lirai vos avis, etc., vos théories, on discutera un peu de ça en vidéo, tout simplement. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite parce que le programme de ce mois d'août va être chargé. Et je vous fais des bisous.